Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder une question absolument majeure, comment lutter pour le climat tout en assurant un niveau de vie décent pour tous. C'est peut-être la grande question du siècle et la communauté scientifique tente sans prétention d'apporter des solutions à cette problématique extrêmement complexe. Je salue ces gros efforts et fais mon possible avec mes maigres moyens pour que leur travail recueille davantage d'attention et que vous puissiez voir éventuellement comment vous pouvez y contribuer, que ce soit en tant que consommateur, en tant que travailleur, en tant qu'épargnant ou en tant qu'investisseur ou en tant que militant associatif ou politique. Nous avons tous beaucoup de rôles à jouer dans cette affaire. Une remarque avant de se pencher sur les travaux de la communauté scientifique. Ceux qui disent qu'on n'a pas d'autre choix de développement que l'exploitation massive des énergies fossiles, qui disent ça soit par méconnaissance, soit par paresse intellectuelle, mettent le monde dans une impasse climatique et énergétique, quand bien même ils auraient raison. Ils mettent le monde dans une impasse, à commencer par les plus pauvres, qui sont à la fois les principales victimes du changement climatique, mais aussi les principales victimes des crises énergétiques et de l'épuisement des ressources. On le voit d'ailleurs dans la crise énergétique actuelle, qui n'offre peut-être qu'un avant-goût malheureusement des crises futures. Nul de sérieux ne peut nier que les énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon, ont beaucoup apporté à des milliards d'êtres humains en termes de sécurité alimentaire, de santé et de confort. Et je ne parle pas là de confort artificiel et superficiel, mais par exemple de nous soulager du travail difficile de la Terre. N'oublions pas d'où viennent nos ancêtres. Mais ces énergies fossiles arrivent peu à peu en bout de course et malgré leur exploitation massive et leur épuisement dans un temps relativement court par rapport à l'échelle de la grande histoire des civilisations, donc on est dans un temps relativement court, peu importe que le pic pétrolier soit déjà passé ou pendant 50 ans, enfin, globalement on est en train de les exploiter très rapidement. Bref, en dépit de cet épuisement assez rapide, des milliards d'êtres humains restent encore aujourd'hui dans la pauvreté énergétique la plus absolue et on est bien obligé de trouver des alternatives pour les plus aisés mais aussi et surtout pour les plus démunis. Sinon, ce serait la catastrophe à la fois climatique et énergétique. Alors, quelle solution ? Je vais ici principalement citer le rapport complet du groupe 3 du GIEC, le rapport sur les solutions d'atténuation du changement climatique. Je vous mets le lien dans la description. Je ferai aussi prochainement une citation du rapport du groupe 2 du GIEC, celui sur les impacts du changement climatique et l'adaptation. Vous pouvez déjà en parcourir le résumé et il y apparaît extrêmement clair qu'il ne faut surtout pas laisser le réchauffement climatique déraper au-delà de 2 degrés ou même de plus 1,5 degré et surtout pas aller vers les plus 3 degrés et ce, à commencer pour le bien-être des plus pauvres, principales victimes, je le rappelle, du changement climatique. Alors, le rapport du groupe 3, que dit-il ? D'abord, page 10, merci à DeepL de m'avoir significativement accéléré la traduction. Alors, page 10. À l'échelle mondiale, les 10% de ménages dont les émissions par habitant sont les plus élevées contribuent à 34 à 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre basées sur la consommation, tandis que les 40% du milieu contribuent à 40 à 53% et les 50% du bas, donc les plus démunis, à 13 à 15%. J'ouvre une petite parenthèse ici qui est pour dire évidemment les plus aisés sont responsables de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, peut-être jusqu'à 45% et il faut traiter cela. Néanmoins, pour les 40% du milieu, ce n'est pas non plus 0%, donc il y a un vrai sujet des classes moyennes émergentes et surtout un vrai sujet des 50% du bas. Certes, ils consomment très peu, ils émettent très peu de gaz à effet de serre aujourd'hui, mais si on ne trouve pas un modèle de développement alternatif, elles vont émettre des gaz à effet de serre demain au détriment de tous, à commencer par eux-mêmes, surtout qu'on n'est pas certain véritablement du niveau d'énergie fossile qui leur serait disponible. Je reprends la citation de cette page 10. L'éradication de l'extrême pauvreté, de la pauvreté énergétique et la garantie d'un niveau de vie décent pour tous dans ces régions, dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable à court terme, peuvent être réalisées sans une croissance significative des émissions mondiales. Entre parenthèses, confiance élevée. Il convient ici de s'arrêter sur la définition de ce qu'on entend par niveau de vie décent, Decent Living Standards. Que dit le GIEC ? Sur la base d'une littérature scientifique croissante, nous adoptons le concept de niveau de vie décent comme un ensemble universel d'exigences de services essentiels pour atteindre le bien-être humain de base. Les niveaux de vie décents comprennent les dimensions de la nutrition, du logement, des conditions de vie, de l'habillement, des soins de santé, de l'éducation et de la mobilité.
Le niveau de vie décent offre un moyen équitable et direct de comprendre les besoins énergétiques de base à faible émission de carbone de la société et précise les besoins matériels et énergétiques sous-jacents. Un passage que je vais citer sur ce qu'on appelle la gestion de la demande, Demand Side Mitigation. L'atténuation de la demande englobe les changements dans l'utilisation des infrastructures, l'adoption des technologies d'utilisation finale et les changements socioculturels et comportementaux. J'ouvre une parenthèse, donc il ne s'agit pas juste de sobriété au sens restreint, c'est-à-dire des comportements plus sobres, mais aussi d'utiliser des infrastructures différemment et d'adopter des technologies, ce qui relève aussi de changements socioculturels. On y reviendra. Je reprends le cours. Les mesures axées sur la demande et les nouveaux modes de fourniture de services aux utilisateurs finaux peuvent réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans les secteurs d'utilisation finale de 40 à 70% d'ici à 2050 par rapport au scénario de référence, alors que certaines régions et certains groupes socio-économiques ont besoin d'énergie et de ressources supplémentaires. Les options d'atténuation de la demande sont compatibles avec l'amélioration du bien-être de base pour tous, entre parenthèses, confiance élevée. En d'autres termes, gérer la demande en énergie, ça peut faire 40 à 70% du boulot vers la neutralité carbone à 2050. Je vais projeter un schéma et d'abord me faire tout petit et m'incliner devant le très grand travail des scientifiques. Hop, je mets ça plus bas et je vous projette cela, ce tableau-là, sur lequel on pourrait s'attarder bien longtemps. Voilà. Je me permets de commenter, donc ça ne vient pas de moi, mais vous pouvez très bien voir par vous-même. Alors, l'idée, si le changement climatique pouvait être résolu que par les ingénieurs et les chercheurs dans leur coin, ce serait certes plus facile. Or, ce n'est absolument pas le cas. Nous avons récemment abordé ici, sur ce blog et sur ce podcast, l'implication nécessaire de tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire et de la sylviculture. J'ai notamment traduit des passages du chapitre 7 du rapport du groupe 3 du GIEC, celui sur l'agriculture et la foresterie. Donc il y a besoin pour cela des États et des entreprises, mais aussi des consommateurs, puisque les sols peuvent contribuer à hauteur de 20 à 30% de la trajectoire vers la neutralité carbone. Ici on parle d'autre chose qui nécessite encore plus une mobilisation massive de tous. Le chapitre 5 du rapport du groupe 3 du GIEC sur la gestion de la demande et les aspects sociaux de la transition suggère que les choses vont bien plus loin et qu'une mobilisation massive de toute la société civile est nécessaire. À nouveau, les stratégies de gestion de demande peuvent au total réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050. Ce serait un raccourci de dire la sobriété peut réduire les émissions de GES jusqu'à 70%. Il y a aussi l'efficacité énergétique, et la frontière entre sobriété et efficacité énergétique, dans certains cas, est un petit peu floue. Mais peu importe. En tout cas, c'est une confusion totale de parler d'un retour au Moyen-Âge ou d'écofascisme ou que sais-je. Il s'agit au contraire ici de développer un système plus efficient, plus inventif et plus moderne en mettant à jour les normes socioculturelles, mais aussi l'utilisation des infrastructures et l'adoption des technologies par les usagers. Et dans ce tableau, vous pouvez voir les trois leviers, normes socioculturelles, infrastructures, adoption des technologies. Et tout cela implique un mode de vie assez différent de celui que nous avons aujourd'hui. On ne se comporte pas de la même manière dans un système énergétique, entre guillemets, net zéro, que dans notre système énergétique actuel. Mais tout cela n'a aucun rapport avec le Moyen-Âge. Alors, si vous parcourez ce tableau du GIEC, il s'agit par exemple d'un monde où on mange différemment, mais ça ne veut pas dire que c'est dégoûtant. On ne gère pas les déchets alimentaires de la même manière, on réutilise et on revalorise les objets, on modère la température de chauffage, on vit dans des villes plus denses, mieux conçues, mieux desservies par les transports en commun, on adopte la mobilité douce, des véhicules électriques ou des véhicules moins consommateurs, on vit dans une maison mieux isolée, on adopte une consommation d'électricité plus flexible avec des incitations tarifaires éventuellement à faire des économies. Il y a bien d'autres éléments dans le rapport détaillé, et comme le suggère d'ailleurs le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, il n'y a pas besoin de savoir si telle ou telle mesure intelligente va faire de la croissance ou de la décroissance du PIB pour se dire qu'elle est intelligente. Tout ce que je viens de citer comme exemple a du sens. En soi, organiser une sortie des énergies fossiles ne pose pas vraiment de problème technique, au moins pour faire les premiers morceaux du chemin. On verra plus tard pour s'en passer quasi entièrement. Cependant, j'attire l'attention sur le fait que la trajectoire net zéro
de l'Agence internationale de l'énergie, qui est reprise d'ailleurs par le GIEC, ne prévoit pas zéro fossile, absolument zéro pétrole, gaz et charbon en 2050. Il en prévoit très peu, mais pas zéro. Donc on a un petit reliquat. Je vous invite à aller consulter cette trajectoire net zéro. Bon, bref. Pour piloter cette diminution drastique de notre consommation d'énergie fossile, on pourrait par exemple pour le pétrole couper les investissements dans les capacités de raffinage ou alors interdire les chaudières à fioul. Pour le charbon, de fixer des quotas carbone décroissants sur les centrales à charbon et tout un tas d'autres approches plus ou moins subtiles pour taper aux bons endroits. D'ailleurs, l'Union européenne fait déjà ce genre de choses que je viens de citer dans une certaine mesure. Mais si on fait tout cela sans déploiement de technologies alternatives, et elles existent dans une certaine mesure, et de toute façon il va falloir faire avec ce qu'on a. Donc si on fait tout ça sans déploiement de technologies alternatives et sans gestion socialement équitable de la demande, alors là c'est sûr, les choses vont mal se passer. L'explosion des prix de l'énergie frappera d'abord les plus pauvres, et les choses ne se feront pas dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous avez pu parcourir un petit peu ce tableau. Les experts, je l'espère, m'excuseront, je vais le recacher. Je vais revaloriser le texte qu'ils ont écrit. Là, en l'occurrence, la page 88 du rapport complet du groupe 3 du GIEC. Je cite. La fourniture d'un accès universel à des services énergétiques modernes augmenterait les émissions mondiales de gaz à effet de serre de quelques pourcents tout au plus, entre parenthèses, confiance élevée. En d'autres termes, on peut permettre fournir des services énergétiques modernes et permettre aux plus démunis de se développer sans augmenter significativement les émissions de gaz à effet de serre. Et à nouveau, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y arriver. Je reprends. La demande énergétique supplémentaire nécessaire pour soutenir des niveaux de vie décents pour tous est estimée bien inférieure à la consommation énergétique moyenne actuelle dans le monde. Entre parenthèses, preuve moyenne, voilà, accord élevé. Une répartition plus équitable des revenus pourrait également réduire les émissions de carbone, mais la nature de cette relation peut varier selon le niveau de revenu et de développement. Page 167. Des niveaux de vie décents et le bien-être pour tous sont réalisables si des voies d'atténuation à haut rendement et à faible demande sont suivies. Entre parenthèses, confiance moyenne. Ils sont honnêtes quand ils ne sont pas complètement sûrs. Les exigences minimales d'utilisation de l'énergie compatibles avec le bien-être pour tous se situent entre 20 et 50 gigajoules par habitant par an selon le contexte. Entre 20 et 50 gigajoules par an par habitant. Retenez ce chiffre. Les options d'atténuation de la demande apportent des avantages multiples, entre parenthèses, confiance élevée. Les services énergétiques destinés à répondre aux besoins humains en matière de nutrition, de logement, de santé, etc. sont assurés de nombreuses manières différentes, avec des implications différentes en termes d'émissions qui dépendent des contextes locaux, des cultures, de la géographie, des technologies disponibles et des préférences sociales. Les personnes aisées contribuent de manière disproportionnée à l'augmentation des émissions et ont un potentiel élevé de réduction des émissions tout en maintenant un niveau de vie décent et leur bien-être, entre parenthèses, confiance élevée, sans blague. Les personnes ayant un statut socio-économique élevé sont capables de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en devenant des modèles de mode de vie à faible émission de carbone, en investissant dans des entreprises à faible émission de carbone et en plaidant pour des politiques climatiques contraignantes. Je reviens à ce que je disais comme introduction, nous pouvons agir en tant que consommateurs, mais aussi en tant que producteurs, en tant qu'investisseurs et en termes de citoyens. Voilà. Page 199. Il est possible d'atteindre un niveau de vie décent qui englobe de nombreuses dimensions des objectifs de développement durable en utilisant moins d'énergie qu'on ne le pensait auparavant, entre parenthèses, confiance élevée. Les stratégies d'atténuation axées sur la réduction de la demande d'énergie et de ressources terrestres présentent des compromis et des conséquences négatives moindres pour le développement durable par rapport à des voies qui impliqueraient soit des émissions et des impacts climatiques élevés, soit des voies avec une consommation et des émissions élevées qui sont finalement compensées par de grandes quantités de BECCS, B-E-C-C-S. Pour ceux qui ne le savent pas, BECCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage, ce serait une méthode pour recapturer des émissions de CO2 déjà émises dans l'air, les recapturer dans le sol par des espèces d'immenses étendues de plantes qui serviront plus tard dans le moment où la biomasse est convertie en énergie. À ce moment-là, le CO2 serait recapturé dans le sol. Le problème avec ce genre de technique, c'est que la consommation de sol serait telle
que ça entrerait potentiellement en concurrence avec la sécurité alimentaire. Qui plus est, beaucoup d'études scientifiques suggèrent que ce serait une catastrophe pour la sécurité aussi d'approvisionnement en eau et pour la biodiversité, tellement les surfaces nécessaires pour pouvoir capturer beaucoup de carbone seraient significatives. Donc, évitons autant que faire se peut ces cultures et leur consommation de sol importante. Je referme la parenthèse. Page 544. Le scénario de faible demande énergétique, donc c'est un scénario bien connu dans le milieu scientifique, LED, Low Energy Demand. Voilà. Donc ce scénario prévoit que ces deux objectifs peuvent être atteints en s'appuyant fortement sur l'efficacité énergétique et des transformations sociales rapides. Le scénario de développement durable de l'AIE, Agence internationale de l'énergie, permet d'obtenir des résultats en matière de développement, mais avec une consommation d'énergie moyenne plus élevée. Et la modélisation ascendante suggère que des niveaux de vie décents pourraient être assurés à tous en 2040-2050, avec environ 150 exajoules au total dans le monde, soit 40% de la consommation d'énergie finale actuelle. Voilà, en d'autres termes, on pourrait ne consommer que 40% de la consommation d'énergie finale actuelle par des gains en sobriété et en efficacité énergétique, et tout de même fournir des niveaux de vie décents pour tous. Donc moins d'énergie finale qu'actuellement, une énergie finale beaucoup plus bas carbone, et des niveaux de vie décents pour tous. Je reprends le texte. Les compromis entre l'atténuation du climat et l'augmentation de la consommation d'énergie des plus pauvres du monde sont négligeables. Voilà, donc il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. On est bientôt à la fin, page 770, et là on entre dans la partie vraiment un petit peu plus technique et des études pays par pays. Je ne vais pas tout traduire, c'est juste pour donner un aperçu et vous donner envie d'en savoir plus. Donc page 770. Il existe de très nombreuses preuves et un très large consensus sur le fait qu'à l'échelle mondiale, il existe des différences dans la quantité d'énergie dont les sociétés ont besoin pour répondre aux besoins fondamentaux de chacun. À l'heure actuelle, près d'un tiers de la population mondiale est en situation de pauvreté énergétique et doit faire face à des problèmes d'accès et d'accessibilité. C'est-à-dire, par exemple, que plus de 2,6 milliards de personnes n'ont pas ou peu accès à l'énergie pour cuisiner proprement et durablement. Environ 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'énergie pour le nettoyage, l'assainissement et l'approvisionnement en eau, l'éclairage et les activités de subsistance de base. Les besoins énergétiques actuels par habitant pour assurer un niveau de vie décent varient entre 5 à 200 gigajoules par habitant par an, ce qui montre le niveau d'inégalité existant. Cela dépend du contexte tel que la géographie, la culture, les infrastructures ou la façon dont les services sont fournis. Donc ça, c'est la situation actuelle. Cependant, grâce à des technologies efficaces et à des transformations radicales du côté de la demande, on en a parlé, les besoins énergétiques finaux pour fournir des niveaux de vie décents d'ici 2050 sont estimés à environ 15 gigajoules par habitant par an. Les estimations récentes de ces besoins pour le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde se situent entre 15 et 25 gigajoules par habitant par an. Les personnes les plus gravement démunies sur le plan énergétique sont souvent celles qui vivent dans des établissements informels, donc par exemple des bidonvilles, en particulier les femmes qui vivent en Afrique subsaharienne et les territoires d'Asie en voie de développement, dont les responsabilités socialement déterminées en matière d'alimentation, d'eau et de soins sont à forte intensité de main-d'œuvre et rendues plus intenses, plus difficiles par le changement climatique. Par exemple, au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud, où les inégalités sont extrêmes, la mobilité, donc 50 à 60%, la production et la préparation des aliments, 21 à 27%, et le logement, 5 à 12%, dominent les besoins énergétiques totaux. Les besoins minimaux d'utilisation de l'énergie compatibles avec le bien-être pour tous se situent entre 20 et 50 gigajoules par habitant par an, selon le contexte. L'inégalité dans l'accès et la disponibilité des services pour le bien-être humain varie à l'extrême selon les pays et les groupes de revenus. Je vais projeter ici une autre image pour valoriser le travail des experts qui vous mettra en graphique le propos que je viens de traduire. Hop. Le voilà. Donc c'est un graphique qui présente la consommation d'énergie par habitant dans trois ensembles de pays. Voilà, vous le voyez, des pays à niveau de revenu élevé, des pays à niveau de revenu moyen et des pays à bas niveau de revenu.
La bande bleue, c'est ce qui est estimé, c'est le 20 à 50 gigajoules par habitant par an qui est estimé comme nécessaire pour fournir un niveau de vie décent pour tous. Et vous voyez là dans ces petites boîtes à moustaches les écarts en termes de consommation, donc les États-Unis qui sont largement au-dessus de ce qui est nécessaire sans trop de surprise. Je vous laisse le parcourir et je termine sur la citation du rapport. Où est-ce que j'en étais? Oui. Dans les pays en voie de développement, les 50% les plus pauvres reçoivent environ 10% de l'énergie utilisée dans le transport terrestre donc dans le monde, et moins de 5% dans le transport aérien, tandis que les 10% les plus riches utilisent 45% de l'énergie pour le transport terrestre et environ 75% pour le transport aérien. Et enfin, l'analyse au sein d'un même pays montre que des groupes particuliers en Chine, les femmes nées dans l'ouest rural et issues de milieux familiaux défavorisés, par exemple, sont confrontées à une inégalité des chances en matière de consommation d'énergie. On parle donc d'inégalité énergétique internationale, mais aussi au sein de pays donnés. Cette figure 5.3 que je suis en train de vous projeter montre les grandes variations entre les régions du monde en ce qui concerne l'accès des personnes à certaines des conditions matérielles de base pour satisfaire les standards de vie décents, ainsi que les variations de la consommation d'énergie, ce qui fournit un point de départ pour une analyse comparative mondiale. Voilà, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Que vous dire de plus si ce n'est lisez, renseignez-vous, informez-vous, nous avons tous beaucoup de choses potentiellement que nous pouvons faire. Je me bats alors chaque jour, oui peut-être, chaque heure peut-être pas, j'ai d'autres activités que le climat et l'énergie. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt, au revoir.